Avant de commencer cette communication, je voudrais vous remercier, Lucas, pour cette invitation. Et je voudrais quand même compléter un petit peu cette présentation en précisant que depuis 2012, date de mes premiers stages de formation initiale, je suis membre de l'ICEM Pédagogie Freinet. ICEM pour Institut Coopératif de l'École Moderne. Alors, vous comprendrez donc que la communication que je vous propose ce jour est une première mise à distance par rapport à cet exercice professionnel de professeur des écoles et une seconde mise à distance par rapport à un certain militantisme pédagogique. Je parle ici, vous l'aurez compris, de mon engagement au sein de l'ICEM. Un des premiers livres de Célestin Freinet concerne la suppression des manuels scolaires. Il s'agit d'un ouvrage édité en 1928. Cette suppression, comme préalable, comme condition, comme postulat d'une recherche pédagogique alternative, est présente dans de nombreux textes de Célestin Freinet ensuite. Sur le site internet de l'ICEM Pédagogie Freinet, on trouve ainsi 106 documents utilisant au moins une fois l'expression manuel scolaire. Ce que je vous propose ce jour, c'est à partir de cette analyse de corpus, de dresser les contours sémantiques et idéologiques de cette proposition pédagogique de Célestin Freinet. Je souhaite répondre plus exactement à cette question. Quelles sont les motivations de Célestin Freinet à l'origine de son mot d'ordre de 1928 ? Supprimer les manuels scolaires. Plus exactement, de quelle nature, politique, idéologique, pédagogique, didactique, matérielle, enfin, sont ces motivations. Je formule l'hypothèse de départ qu'en appelant à supprimer les manuels scolaires, Célestin Freinet propose en réalité deux choses. En premier lieu, Célestin Freinet formule une critique de l'école traditionnelle, de l'école qu'il nommera scolastique. Mais en second lieu, Célestin Freinet propose également une série de propositions alternatives venant remplacer la technique des manuels scolaires. Et je voudrais ici justifier le titre de mot d'ordre. Cette expression de mot d'ordre reviendra dans énormément de textes de Célestin Freinet, et vous avez ici sur ce diaporama un exemple qui date de 1964. C'était alors, je cite, plus un mot d'ordre qu'une possible réalité immédiate. Les manuels scolaires étaient rois. Ils le sont devenus plus encore, mais notre action nous a valu de réelles conquêtes, puisque pour la première fois dans notre histoire, les instructions ministérielles reconnaissent, pour certains cours du moins, la nocivité des manuels et la nécessité de les remplacer par une autre technique. Au niveau du plan de mon travail, je vais vous proposer une petite revue de littérature, justement pour situer un petit peu le cadre théorique de mon travail, et je vous présenterai ensuite méthodologie et protocoles mis en œuvre dans l'analyse de corpus, avant de vous présenter des résultats encore intermédiaires et de les mettre en discussion pour ouvrir la conversation que nous aurons ensuite. Sur le plan théorique, je me réfère aux travaux d'Henri Louigaud et Xavier Riondet, et notamment à leur imposant ouvrage de 2020 consacré à Élise et Célestin Freinet et intitulé « À côté de Freinet ». À la fois essai et biographie, cet ouvrage richement documenté nous a permis d'historiciser nos réflexions, de les resituer dans des contextes biographiques, sociaux, politiques, mais également économiques d'une époque. Je me réfère également au récent opus de Laurence Decoq intitulé « Une journée fasciste » et proposant, à partir d'une description de l'affaire de Saint-Paul, une synthèse biographique des plus opérantes. Enfin, pour la dernière partie de ma communication, qui est davantage consacrée à des perspectives plus contemporaines de réflexion, je m'appuie sur un ouvrage collectif de l'ICEM, auquel j'ai collaboré, édité en 2022 et titré « La pédagogie Freinet de la maternelle à l'université ». Pour compléter cette revue de littérature, je tiens à préciser que c'est la seconde fois que je propose une réflexion sur la critique des manuels scolaires adressée par Célestin Freinet, puisqu'en 2017, j'ai proposé à l'occasion d'un colloque de la FIRS une communication intitulée « La critique des manuels par Célestin Freinet, contexte et actualité ». Pour conclure cet état de l'art, on peut également dire que Sylvain Vagnon a repris cette question « Faut-il supprimer les manuels scolaires ?» dans un article publié en ligne sur e-Conversation le 24 juin 2019. Dans cet article, il propose ce commentaire général quant à la position de Célestin Freinet sur les manuels. Je cite. « Même si le mot d'ordre « plus de manuels scolaires » était avant tout une volonté de questionner les usages plutôt que de bannir le manuel en tant que tel, c'était bien une offensive contre un enseignement traditionnel. » Fin de citation. Pour des spécialistes des manuels scolaires, comme Alain Chopin, Célestin Freinet fut, je cite, « des adversaires du manuel scolaire, assurément l'un des plus déterminés, comme en témoigne le titre du livre qu'il publie en 1928 et dont j'ai déjà parlé, Plus de manuels scolaires. Mais c'est aussi, pour Alain Chopin, l'un des plus constructifs. Freinet propose en effet de substituer au manuel de nouveaux outils visant à faciliter aux élèves, qu'ils travaillent seuls ou en équipe,
les activités de recherche et de synthèse. Ce seront notamment l'imprimerie scolaire, les fichiers méthodiques et la bibliothèque de travail, recueil de documents thématiques élaborés par les membres de la CEL, coopérative de l'enseignement laïque, fondée en 1928. Le premier numéro des BT, de la bibliothèque de travail, Diligence et Malposte, paraît en 1931. Je vais vous parler de propositions alternatives. Les BT, présentés alors comme des anti-manuels, connaissent un grand succès. À la mort de Célestin Freinet, en 1966, 1 millier de titres ont été publiés. Avant de présenter la méthodologie et les résultats, je voudrais revenir un petit peu avec vous et essayer d'esquisser une généalogie de cette critique des manuels scolaires. Parce que Célestin Freinet n'est pas le seul à dresser cette critique. Avant Freinet, en effet, plusieurs auteurs, penseurs, philosophes ou bien encore pédagogues ont également critiqué, parfois avec véhémence, le livre scolaire. En 1977, dans une thèse consacrée au statut paradoxal du manuel scolaire, Jacques Prieuré cite ainsi Rousseau et Freinet en épigraphe de sa deuxième partie de thèse. Cette deuxième partie est titrée d'une phrase. « Honni ou banni, le manuel est la victime désignée à une vindicte permanente. » Dans les Mille, Rousseau a cette phrase. « Je hais les livres, ils n'apprennent à parler que de ce qu'on ne sait pas. » L'autre épigraphe est une citation de Freinet, vous la lisez. « Je hais les manuels scolaires parce que j'en ai trop souffert et je vois que mes réactions n'étaient pas exceptionnelles. » Je reviendrai juste après sur le contenu de cette thèse de Jacques Prieuré. En histoire, qui est, je vous l'avais dit, ma discipline de spécialité, Henri Monniot, grand didacticien, propose cette synthèse. Les critiques du manuel, cette fois quel qu'il soit, dans son principe et son usage même, sont anciennes et récurrentes. Que n'a-t-on pas dénoncé? De la vanité éducative des savoirs livresques, au caractère trop massif ou trop simple de la science des manuels, entre érudition et niaiserie, et à sa formulation réductrice, ou de leur livraison conservatrice d'une vérité toute faite, à la malséance d'une affaire toute commerciale. Se trouvent ici résumées de nombreuses critiques émises au sujet du manuel scolaire. Et je voudrais me concentrer sur quelques-unes. La vanité éducative des savoirs livresques. C'est ici que semble résumer la position de Rousseau ou bien encore celle de Montaigne. Dans un chapitre de sa pédagogie générale consacrée au manuel scolaire, Gaston Millaret prête à Montaigne ces mots. Fâcheuse connaissance qu'une connaissance livresque. Les mots plus exacts de l'auteur des essais sont fâcheuse suffisance qu'une suffisance pure livresque. Et vous pouvez lire ici la citation précise. Savoir par cœur n'est pas savoir, c'est tenir ce qu'on a donné en garde à sa mémoire. Ce qu'on sait droitement, on en dispose sans regarder au patron, sans tourner les yeux vers son livre. Fâcheuse suffisance qu'une suffisance pure livresque. Ici, c'est une critique adressée à l'usage des livres en termes de connaissances, non au livre lui-même. À ce propos, Freinet écrira en 1933 « Je proteste enfin encore une fois contre le reproche inconsidéré que nous dédaignons le livre. C'est bien le contraire, on le voit. Nous voulons que l'enfant soit environné de livres, que nous désirerions certes plus beaux et plus propres que ceux dont nous disposons. Nous tâchons simplement, si je puis rajouter, de l'habituer à en extraire la substantifique moelle, au lieu de nous contenter du traditionnel et superficiel enseignement des manuels scolaires. Pour Alain, désireux que l'enfant récitât de beaux poèmes, plutôt l'obscur que le médiocre, contempla les dessins des grands princes, écouta Beethoven en son berceau, copia les grands modèles et lut interminablement, il fallait rejeter, je cite, les commentaires, les gloses et les notes, cette vermine. Pour Prieuré, Alain rejoint sur ce point Montaigne. Alors je n'irai pas jusqu'à créer de rapprochements trop hâtifs et pas assez étayés entre Alain, Montaigne et Freinet. Alain allant même jusqu'à dire que le livre soit l'instituteur en chef et que vous soyez vous les adjoints du livre. Je dis simplement, et c'est la raison pour laquelle je vous ai proposé cette longue généalogie, je dis simplement qu'il peut être opérant de lire et relire les argumentations de Freinet contre les manuels scolaires pour les saisir dans toute leur épaisseur historique et philosophique. Il s'agit de les contextualiser et de tenter d'en esquisser une typologie. Sur le plan méthodologique, je propose une analyse de corpus proche de l'analyse thématique de contenu telle que proposée par Laurence Bardin. J'effectue un premier tri à partir de mon hypothèse entre critique des manuels scolaires, propositions alternatives et enfin offensive contre un enseignement traditionnel. Concrètement, comment j'ai fait?
Je suis allé sur le site internet de l'ICEM Pédagogie Freinet et j'ai recherché l'occurrence manuel scolaire. Je suis alors tombé sur 106 documents. Ensuite, dans ces documents, dans ces 106 documents, j'ai recherché plus précisément l'occurrence manuel. J'ai alors trouvé 673 occurrences utilisant le mot manuel. J'ai dû effectuer à ce moment-là un tri parce que le mot manuel peut aussi bien être un nom commun, c'est ce qui nous intéresse cet après-midi, mais il peut aussi être un adjectif. Et très souvent, il va y avoir des références qui vont être faites au travail manuel notamment. Et donc, il a fallu que je fasse ce tri justement au moment de la constitution de mon corpus. Et ensuite, ces éléments sont analysés. Et je vous disais tout à l'heure que les résultats que je vous présente sont des résultats intermédiaires. L'analyse est toujours en cours. Cette méthode que je vous présente, elle a des limites. La première limite qu'il y a là, c'est que je me suis tenu uniquement au site de l'ICEM Pédagogie Freinet. Or, on le sait, Freinet est extrêmement prolixe, extrêmement bavard, et il y a notamment énormément de travaux que je n'ai pas utilisés dans ce corpus. Je pense notamment aux articles qu'il a écrits dans Clarté, dans la revue Clarté, la revue d'Henri Barbus, qui aurait pu être intéressant d'utiliser. Une limite que je vous présente, mais qui annonce tout de suite une perspective potentielle par rapport à ce travail. Pour retrouver un petit peu l'ensemble de ce corpus, vous avez la possibilité, ou vous aurez la possibilité de scanner le QR code que je propose ici, et vous trouverez en fait l'ensemble du tableau sur lequel je travaille actuellement. Alors, quelques résultats intermédiaires que je peux vous proposer maintenant à la suite de cette lecture. Du point de vue des critiques, je peux dire que Célestin Freinet voit dans les manuels scolaires un bourrage antipédagogique et toujours prématuré. Je peux ainsi vous lire quelques-unes des citations relevées qui participent de cette idée. Les programmes officiels, je cite, les manuels scolaires, qui trop souvent aggravent ces programmes, enfin les examens encyclopédiques à tous les degrés, sont un obstacle immense à tout progrès éducatif. Les examens, surtout, qui sanctionnent exclusivement une acquisition indépendante de toute fin éducative, nécessitent le bourrage, l'oppression physique, intellectuelle et morale, et sont les gardiens impitoyables de la discipline autoritaire. Une autre citation où on retrouve cette idée de bourrage, elle concerne justement l'enseignement de l'histoire. L'initiation historique d'abord, et là on parle du cours préparatoire. Elle ne saurait être constituée par ces abrégés d'histoire nationale qu'on passe déjà entre les mains des enfants du cours préparatoire, même si on a cru les moderniser en les émaillant d'anecdotes plus ou moins authentiques. On commence ainsi le bourrage que continueront aux autres cours des manuels identiques. Cela ne peut en aucune manière s'appeler initiation. Un deuxième élément qu'on peut dire, c'est que Célestin Freinet voit dans les manuels le symbole de la pédagogie traditionnelle. Pour ses instituteurs, je cite, « La pédagogie traditionnelle a constitué au cours des siècles une technique sévère et bien définie que la routine rend de nos jours presque inébranlable. Leçon que l'enfant écoute, passif ou artificiellement intéressé, résumé à apprendre par cœur comme s'il constituait l'axe même de toute vie intellectuelle. Et de plus en plus, manuels scolaires qui sont à eux seuls et techniques et matériels scolaires et deviennent de ce fait les véritables maîtres de la classe. » Une autre citation bien plus courte où on voit que finalement Célestin Freinet voit dans les manuels le symbole de la pédagogie traditionnelle. Toute technique, je cite, suppose un matériel. La technique traditionnelle possède un matériel rudimentaire, certes, mais à la mesure de ses ambitions, le cahier de classe et les manuels scolaires. Troisième grande idée, Célestin Freinet voit dans les manuels scolaires une pratique extérieure à l'enfant, une pratique impersonnelle. Tant que l'éducation officielle, je cite, reste une pratique extérieure à l'enfant, pour ainsi dire impersonnelle, dictée par les manuels et les programmes, conformément à des fins plus ou moins avouables de déformation, il peut certes y avoir un système unique pour tout le pays, une pédagogie théorique, indépendante des milieux sociaux, des nécessités économiques, des classes. Toujours sur cette idée de pratique impersonnelle, je vous propose une deuxième citation que je trouve relativement d'avant-garde, notamment à l'heure de ChatGPT, dont on a eu une illustration tout à l'heure. Lorsque le maître, je cite, ne s'est plus contenté d'expliquer à ses élèves par la parole, le geste ou l'exemple, et qu'il a fixé l'essentiel de son enseignement dans des tablettes, sur la pierre ou sur les parchemins, il avait déjà recours à une machine à enseigner. Lorsque plus tard les progrès techniques ont permis l'édition des livres, les manuels scolaires ont été de vraies machines à enseigner, auxquelles le maître confiait certaines fonctions dont il se débarrassait et se libérait.
La preuve en est qu'on peut porter contre l'emploi des manuels scolaires exactement les mêmes critiques que nous semble originales et définitives appliquées aux machines à enseigner contemporaines. L'enseignement devient impersonnel, hors de l'influence directe de l'éducateur, et risque de ce fait de se fourvoyer dans des voies dangereusement dogmatiques et autoritaires. Tout dépend en définitive des éléments pédagogiques qu'on place dans la machine et de la façon dont on les emploie. Tout dépend en définitive des éléments pédagogiques qu'on place dans la machine et de la façon dont on les emploie. Je vous disais une phrase qui me paraît relativement d'avant-garde. Enfin, quatrième et dernier élément d'analyse qu'on retrouve un petit peu dans ces phrases, les manuels scolaires, notamment les plus mauvais, dit Célestin Freinet, flattent la passivité des maîtres et des élèves. Et il invite ainsi ses compagnons très tôt à distinguer, je cite, parmi ce flot de nouveautés, les tendances intéressantes et utiles de quelque façon à l'école nouvelle. Signaler les livres susceptibles d'être utilisés dans notre BT, de notre bibliothèque de travail, et ceux qui ne savent au contraire que flatter la passivité des maîtres et des élèves. Ce serait là faire une besogne éminemment utile à laquelle nous convions nos camarades. Il exhorte ses camarades justement à faire ce travail de veille bibliographique par rapport aux manuels qui sortent, et il le fera. Il le fera notamment dans les brochures d'éducation populaire où on aura des travaux qui seront consacrés aux manuels. Et si vous allez voir le corpus, vous verrez qu'on a justement quelques-unes de ces critiques de manuels scolaires qui sont faites. Ce qui me permet d'ouvrir avec vous un premier cycle de discussion. Est-ce qu'il y a eu, et ce sera les analyses qui me restent, je vais vous parler tout à l'heure de perspective, est-ce qu'il y a eu une évolution des discours dans le temps? Du discours de Leipzig en 1928 à ces tout derniers écrits, je vous ai montré tout à l'heure un écrit de 1964, est-ce qu'il y a une évolution des discours dans le temps? Est-ce que justement Célestin Freinet, à mesure que la production de la bibliothèque de travail augmente, a une évolution de son discours? Est-ce que son discours est différent également en fonction des lectorats, en fonction des personnes à qui il s'adresse? Ça, ce sera également un autre élément d'analyse qui sera intéressant. Ensuite, vous le voyez par rapport à quelques-unes des citations que je vous ai proposées, qui passent l'écueil de l'exemplification. Est-ce qu'il existe des bons manuels qui ont leur place dans les bibliothèques de travail? Est-ce que pour Célestin Freinet, il y avait des bons manuels? Et c'est donc la première question que je vous propose pour ouvrir le cycle de conversation que nous allons engager maintenant. Je vous remercie.